le handicap psychique. Bienvenue aux anciens et bienvenue également à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Nous allons donc passer 1 heure ensemble pour mieux comprendre le handicap psychique, donc en compagnie de Audrey Alves-Lesage, qui est psychologue au CREPSI, le Centre de ressources sur le handicap psychique. Avant de laisser la parole à Audrey, vous rappelez que ce temps d'information est enregistré et que vous le retrouverez, la capsule, d'ici 1 semaine à 15 jours sur la chaîne YouTube du département. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas être filmés, n'hésitez donc pas à couper vos caméras. Vous rappelez également que vous pouvez utiliser le chat, la conversation, pour poser des questions. Comme à l'accoutumée, nous y répondrons dans un second temps et vous enverrons la foire aux questions avec le support de présentation ainsi que le lien pour accéder à l'ensemble des vidéos 1 heure pour l'autonomie. Donc, je vais laisser la parole à Audrey et je vais partager donc le support. Alors, bonjour à toutes et à tous. Le temps que Karine installe effectivement le support, je me présente très très brièvement parce que l'objectif, c'est pas d'emboliser l'heure sur la présentation et de ma mission et de deux du CREPSI, même si je vais quand même vous en toucher un petit mot pour que vous sachiez qui on est et puis la raison pour laquelle c'est nous qui intervenons aujourd'hui. Donc moi, je suis Audrey Alves, effectivement, et je suis psychologue au CREPSI, le Centre de ressources sur le handicap psychique. Merci pour votre confiance, de confier cette thématique-là et le challenge de parler de handicap psychique en 1 heure au CREPSI. Alors, dans la diapo de présentation, j'avais marqué le handicap psychique, on vous dit tout ou presque. Alors, petit trait d'humour pour commencer cette heure de présentation ensemble. On vous dit tout ou presque parce que, évidemment, l'objectif, c'est pas de vous faire monter en compétence sur le handicap psychique en 1 heure, ça serait très présomptueux. Mais l'intérêt vraiment, là, c'est de vous apporter des premières indications, des premiers éclairages et des premières clés de lecture sur comment fonctionne le handicap psychique. Alors, forcément, on va partir aussi un petit peu de ce que c'est, mais je vais essayer d'étayer mes propos par des exemples les plus concrets possibles et puis un peu cliniques parfois pour que ça soit plus clair pour vous, sachant que… Voilà, il y a un petit retour son, mais vous m'entendez bien, je suppose, sinon vous seriez manifesté. Sachant que le CREPSI, bien sûr, reste à votre écoute pour toutes les questions complémentaires qu'il pourrait y avoir. Alors, effectivement, au niveau du sommaire, très brièvement, une présentation du CREPSI Hauts-de-France pour que vous sachiez ce qu'on fait, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde sache quelles sont nos missions sur l'ensemble de la région. On parlera bien sûr de santé mentale et puis de son continuum parce que c'est la base finalement pour comprendre le handicap psychique. On parlera bien sûr des troubles psychiques parce que ça aussi c'est important de pouvoir nommer bien les choses pour savoir de quoi on parle et qu'on soit bien certain de parler finalement un langage commun. Et puis après, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet avec des notions sur le handicap psychique, en l'occurrence ses représentations. La notion de situation de handicap psychique, vous verrez, je prendrai un petit peu de temps sur ça parce que c'est à partir du moment où on a bien saisi ça, au final, c'est tout l'accompagnement et c'est toute la philosophie d'accompagnement qui va découler, quel que soit notre champ d'intervention, quel que soit notre métier de départ. La compréhension de cette notion de situation de handicap, c'est vraiment ça qui va nous permettre d'être le plus juste et le plus ajusté à chaque situation. Alors, vous verrez, j'aurai de cesse ce matin de vous dire que chaque situation est particulière, chaque personne est spéciale, chaque histoire est spéciale également et que c'est en connaissant bien finalement la situation de la personne que vous serez des meilleurs accompagnants. C'est aussi des raisons pour lesquelles je ne ferai pas de généralité un peu triviale, vous savez, sur alors de façon manière générale, de façon générale, on se comporte de cette manière-là, il faut dire ça, il faut… Voilà, parce que justement, sur cette heure que je vais passer avec vous, je vais vous répéter régulièrement que c'est la situation particulière de la personne qui fait la situation particulière de son accompagnement. On parlera aussi des origines du handicap psychique, d'où ça vient, pourquoi est-ce que ça apparaît, quels sont les facteurs
aggravant, prédictif, enfin voilà, protecteur aussi d'une bonne santé mentale. Et puis, bien sûr, on parlera des répercussions du handicap psychique. C'est important pour vous de savoir comment finalement ce handicap psychique se manifeste au quotidien, parce que c'est ça finalement qui va vous aider dans soit les préconisations que vous seriez amené à faire, ou alors l'accompagnement ou les orientations que vous pourriez proposer aux personnes concernées. Et puis, on finira par les particularités du handicap psychique. Et si on a fait tout ça en 1 heure, je pense que j'aurais relevé le challenge. Voilà. Alors, très brièvement, une présentation du CREPSI. Alors finalement, merci de nous avoir offert ce challenge-là, parce que je crois que cette diapo, je l'ai créée entre guillemets là pour l'intervention de ce matin. Je crois que je vais la reprendre parce que du coup, le temps contraint m'a obligée aussi à réduire ma présentation. Et finalement, le CREPSI Hauts-de-France, il peut se résumer sur cette diapo avec des chiffres principaux. On a un objectif au CREPSI, c'est de fluidifier le parcours de vie de personnes en situation de handicap psychique et de leurs proches. Ça, c'est l'objectif principal et un peu stratégique, j'ai envie de dire, la raison d'être finalement du CREPSI Hauts-de-France, puisqu'on intervient sur l'ensemble de la région. Mais on a 2 sites physiques, un site à Los et un site à Amiens, puisqu'on était Nord-Pas-de-Calais pendant un certain nombre d'années. Et puis, avec la fusion des régions, l'ARS, qui est notre financeur, nous a demandé d'étendre nos missions à l'ensemble de la région. Donc, on intervient bien sur l'ensemble de la région, mais avec 2 sites distincts, un à Los, un sur Amiens. Donc, pour fluidifier le parcours de vie des personnes en situation de handicap psychique, enfin en tout cas tenter de le faire, on a 5 grandes missions qui sont, elles, dédiées à l'ensemble des acteurs publics, privés, professionnels, familles, bénévoles de la région des Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'on est vraiment un centre ressources dédié à l'ensemble des acteurs qui accompagnent les personnes en situation de handicap psychique, les familles, l'entourage, qui n'est pas forcément une famille d'ailleurs, et bien sûr les personnes concernées. Alors, on a 5 grandes missions. La première, c'est une mission d'accueil, d'information et de conseil, comme vous avez l'habitude de le voir, de le vivre avec des partenaires que vous avez au quotidien, avec qui vous collaborez au quotidien. On accueille toutes les demandes à partir du moment où, effectivement, ça a un lien avec du handicap psychique. Et si ça ne relève pas de notre mission, on essaie de réorienter au mieux vers les dispositifs de droit commun ou les structures spécialisées ou les associations d'usagers. On peut accompagner ponctuellement les personnes concernées, puisque vous voyez, on est une équipe de 12 personnes, ce qui est beaucoup et peu à la fois sur la région, mais on peut être amené à accompagner les personnes, on va dire autant de fois que nécessaire, mais dans un objectif de réorientation après, et jamais, en tout cas pour ma part en tant que psychologue, dans un objectif thérapeutique, parce que ça, c'est pas possible en fait. On est 2 psychologues sur l'ensemble de la région, donc ça serait pas du tout possible d'accompagner sur le long cours. Mais on peut cocooner entre guillemets la situation, faire une évaluation globale et après s'assurer que la personne dispose de toutes les informations nécessaires pour être accompagnée par des dispositifs dont c'est la mission principale. Pardon. On a aussi une mission de sensibilisation et de formation. Alors, sensibilisation, vous voyez, comme ça peut être le cas ce matin, sur un temps là plus court, parce que le format 1 heure pour l'autonomie le prévoit comme ça, mais on a aussi des sensibilisations qui sont un peu plus longues, qui sont sur une durée de 3 heures avec différentes thématiques, notamment sur les addictions, le vieillissement, la philosophie du rétablissement. On a aussi des sensibilisations sur l'emploi. Enfin, vous voyez, on essaie en tout cas d'avoir une vision un peu globale des besoins des partenaires en territoire. Et on peut proposer des demi-journées de sensibilisation aux partenaires, aux professionnels des territoires des Hauts-de-France. Sachant que ces sensibilisations-là peuvent être un peu, pas le prérequis, mais une première ouverture d'esprit sur la thématique. Et si après les professionnels souhaitent se former, on est aussi un organisme de formation. Vous pourrez retrouver sur le site du CREPSI notre catalogue de formation et toutes les formations que le CREPSI propose. Et là, formations qui vont de 1 à 3 jours et qui sont quand même beaucoup plus complètes que ce qu'on peut voir en sensibilisation, avec des notions, enfin, on va davantage dans le détail des notions. On a aussi une mission d'appui à l'évaluation, alors clinique et stratégique. Clinique dans le sens où on peut être interpellé par des partenaires en territoire. C'est déjà arrivé d'ailleurs que certains professionnels des DT nous interpellent sur des situations qu'ils ont à accompagner et qui leur posent question en lien avec du handicap psychique. Et on va à votre rencontre professionnelle de terrain pour travailler avec vous sur les meilleures préconisations potentielles, les meilleurs accompagnements possibles
C'est une forme de soutien finalement à votre accompagnement à vous. Ça s'appelle chez nous l'appui à l'évaluation. Et on a le même type d'accompagnement au niveau stratégique, où là, finalement, on est davantage dédié aux institutions, aux chefferies de secteur, aux responsables d'établissement, aux différents établissements médico-sociaux, sanitaires, c'est plus rare, mais plutôt médico-sociaux et sociaux, qui veulent peut-être voir améliorer en interne l'accompagnement de ce type de public et qui ont besoin d'avoir un appui stratégique par rapport à ça, soit dans la signature parfois de certains accords, soit dans la réponse à certains appels à manifestation d'intérêt ou des projets de service ou des projets d'établissement. Enfin, voilà, c'est assez vaste au CREPSI, on a plusieurs compétences qui permettent de répondre à ça et ça fait partie de notre mission appui à l'évaluation. On a aussi une mission animation de réseau qui passe par plusieurs modes d'intervention, la tenue de stand, l'animation de groupes de travail, la participation à des groupes de travail déjà actifs sur les territoires. Et puis, petite information pour vous, le 16 juin, on aura notre journée régionale qu'on peut enfin reprendre après 2 ans d'arrêt pour cause Covid, qui est une journée qui portera sur les actualités en Hauts-de-France en lien avec le handicap psychique. Journée qui est financée par le CREPSI, enfin par l'ARS, par le CREPSI, mais qui nécessite une inscription de votre part. Vous retrouvez, si vous le souhaitez, toutes les informations sur le site du CREPSI. Et puis, on a une dernière mission d'études et de recherche où on peut participer, voire parfois financer des études ou des recherches. Alors, plutôt des recherches-actions, hein, on essaie d'être le plus en pratico-pratique et terrain sur la thématique pour faire émerger des préconisations qu'après on propose aux partenaires en territoire en disant voilà, l'étude a montré il s'avère qu'aujourd'hui on est plutôt sur ce mode-là en termes d'accompagnement. Voilà ce qu'on vous propose en termes de philosophie d'accompagnement et puis les professionnels s'en saisissent ou pas. Voilà pour les 5 missions du CREPSI. Volontairement, je vais vite, mais je vous rappelle qu'on reste à votre disposition. Vous voyez, on est 12 collaborateurs au sein de l'équipe. On a une directrice, bien sûr, une assistante de direction, une secrétaire, un chargé de communication qui est aussi notre documentaliste, puisqu'on est aussi un centre de documentation au CREPSI. On a une assistante sociale, un chargé de mission, une psychiatre, un chargé de formation, 2 conseillères en insertion professionnelle et on est 2 psychologues voilà, pour compléter l'équipe au CREPSI. Alors, on a essayé de faire au plus vite pour la saisine. Il y a un numéro pour l'ensemble de la région, 03 26 56 10, un mail contact. Bien sûr, on a des mails nominatifs, mais toutes les demandes passent par le mail contact pour qu'on puisse centraliser les demandes et être sûr que vous puissiez avoir une réponse voilà, parce qu'on n'est pas forcément toujours ni devant nos écrans ni au bureau. Et on a un site internet, vous pouvez retrouver toutes les informations que je viens de vous donner et plus encore sur notre site internet. Alors, si on rentre un peu dans le vif du sujet, on ne parle pas de handicap psychique aujourd'hui sans parler de santé mentale. Vous en avez déjà entendu parler, de la santé mentale, vous savez, c'est un peu à la mode, il y a des notions, il y a des thèmes comme ça qui reviennent. En ce moment, on est vraiment là-dedans et on est vraiment sur voilà, une meilleure santé mentale pour tous. Et l'OMS dit qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques dizaines d'années. La santé mentale, c'était vraiment le parent pauvre. Voilà, on n'en parlait pas, c'était aussi un petit peu caché tout ça. Et là, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Et il y a une définition qu'on aime beaucoup, nous, au CREPSI, c'est une définition qui dit que finalement, la santé mentale, qu'est-ce que c'est ? C'est la recherche permanente d'un équilibre. Et je vais vraiment vous demander de garder cette notion d'équilibre en tête parce que c'est ça qui va être un peu le fil rouge de la matinée, enfin de l'intervention. C'est la recherche permanente d'un équilibre entre toutes les dimensions de notre vie, émotionnelle, psychique, physique, sociale, spirituelle, économique. Vous voyez, c'est très, très, très large. Notre santé mentale, elle est influencée, elle, par nos conditions de vie. Logement, activité, ressources, on aurait pu mettre… Alors, dans activité, on peut mettre plein de choses, hein, on peut mettre aussi le travail, évidemment. Mais ça peut être aussi impacté par les événements marquants, la société et nos propres valeurs, enfin nos valeurs personnelles. Donc, vous voyez à quel point la notion de santé mentale, c'est quelque chose, et d'une, de très subjectif, et de deux, très personnel, de fait. Mais la santé mentale, ce n'est pas seulement cet équilibre-là, et ce n'est pas non plus seulement l'absence de troubles. Voilà. Et pour vous illustrer un petit peu ce propos-là, on a choisi de vous
Alors, quand je dis on, je vous rassure, hein, on n'est pas plusieurs dans ma tête. Quand je dis on, c'est le CREPSI. Je représente le CREPSI aujourd'hui, c'est moi qui fais l'intervention, mais quand je dis on est d'accord, c'est le CREPSI. On a choisi de vous proposer le Cosmos Mental, qui est une petite vidéo qui a été faite par Psycom, qui est une agence de com, enfin qui est une institution de communication sur la santé mentale, et qui donne une bonne vision de ce qu'est la santé mentale et de ce qui l'influence. Alors, moi, je l'aime beaucoup parce que, et je la passe souvent dans les sensibilisations, parce qu'elle ouvre vraiment l'esprit sur tout ce qu'on va se dire a posteriori de la vision. Du coup, je laisse Karine la lancer. Elle dure quelques minutes et c'est une vidéo que vous pouvez aussi retrouver en accès libre sur Psycom, hein, on n'a jamais mieux servi que par ceux qui l'ont faite, mais aussi sur YouTube. Donc vraiment, si a posteriori vous souhaitez la revisionner, ça ne pose absolument aucun problème. Elle est en accès libre sur ces deux sites. On mettra le lien sur le support. Je lance la vidéo, Audrey? Parfait, Karine, merci. Alors, attends. Est-ce que vous avez le son? Non, on n'a pas le son. Non, il n'y a pas le son. Non, il n'y a pas de son. Chiche, chic, on va gagner 4 minutes sur mon intervention. Pas de panique, on y va. Je recommence, c'est que le son a sauté. Alors. Hop. Ça va marcher, ça va marcher. Hop. Qu'est-ce que la santé mentale et surtout qu'est-ce qui l'influence? Pour l'expliquer, partons en voyage dans le cosmos mental. Pour débuter notre histoire, commençons par la petite fusée. Cette petite fusée, c'est vous, c'est moi, et nous naviguons dans ce cosmos. L'objectif de la petite fusée, c'est de garder le cap en suivant la voie lactée de l'équilibre psychique, celui qui nous permet de nous sentir bien. Dans son voyage, elle sera toujours accompagnée de 2 systèmes planétaires qui seront en mouvement permanent. Le système planétaire ressources et le système planétaire obstacle. Si l'on regarde la planète obstacle, c'est-à-dire tout ce qui aura une influence négative sur notre santé mentale, on remarque 2 satellites qui gravitent autour et qui la nourrissent. Le satellite obstacle individuel, qui représente tout ce qui peut agir négativement sur la fusée et qui est propre à l'individu. Et le satellite obstacle collectif, également négatif, mais qui concerne les influences extérieures à l'individu. En miroir, la planète ressource évolue elle aussi en permanence et se nourrit également de 2 éléments. Les facteurs externes favorisants, comme par exemple un environnement familial bienveillant, une société dans laquelle l'accès aux soins est facilité, la reconnaissance des autres, etc. Et les ressources individuelles de la personne, que sont par exemple la capacité à demander de l'aide, à reconnaître ses émotions, à gérer son stress, etc. Autant de compétences qu'il est possible de renforcer, de consolider ou d'enrichir tout au long de la vie. Mais le cosmos est grand, et d'autres éléments peuvent impacter la trajectoire de la petite fusée. Par exemple, les astéroïdes accidents de parcours qui gravitent tout autour de la fusée et qui peuvent venir la percuter à tout moment. Ces astéroïdes sont toujours négatifs et violents et vont dévier la fusée de la Voie lactée. Si au moment du choc, la planète obstacle est plus grosse que la planète ressource, la fusée aura plus de difficultés à revenir sur la Voie lactée. C'est ce qui explique que face à un même événement, 2 individus ne réagiront pas de la même façon. Autre élément du cosmos, les comètes Fée. Comme les astéroïdes, elles sillonnent le cosmos et peuvent rentrer en collision avec la fusée. Mais à la différence des astéroïdes qui percutent et continuent leur route, les comètes vont s'accrocher à la fusée et devenir un poids à porter. Il va falloir poursuivre son voyage avec cette difficulté. Cependant, on peut observer une adaptation intéressante de la fusée. En effet, il peut arriver que cette comète transforme l'individu en lui permettant de développer de nouvelles compétences pour faire face à cette difficulté. Le fardeau de départ peut devenir une force, redonnant un sens nouveau à sa vie et donc renforcer la planète ressource. Enfin, le cosmos est habité par une multitude d'étoiles filantes de la vie qui traversent régulièrement la fusée et l'influencent. Il s'agit des événements de vie que nous rencontrons en cheminant, les relations amicales,
professionnelle, la vie amoureuse, etc. Ces étoiles filantes peuvent avoir une influence positive ou négative, cela dépend du contexte, du moment, de ce qu'elles nous font, mais elles auront forcément un impact sur nos planètes. Tous ces facteurs influenceront donc notre trajectoire sur la Voie lactée et la taille de nos planètes. Cependant, il n'est pas toujours simple de savoir pour soi-même ou pour les autres où nous nous situons. C'est pourquoi les balises représentent les signaux qui nous aident à mesurer le thermostat de notre santé mentale. Plus ces balises durent dans le temps et perturbent notre vie quotidienne, plus elles méritent d'être écoutées. Si plusieurs balises sont dans le rouge, c'est sans doute le signe que notre santé mentale mérite une attention particulière. Nous pourrons alors puiser dans notre planète ressource afin de retrouver le chemin d'un équilibre psychique satisfaisant. Voilà, donc elle est pas très longue, cette petite vidéo. Elle fait 4 minutes, je vous dis, hein, vous pourrez la retrouver, mais elle donne une vraie vision de ce que c'est que la santé mentale. Et elle permet aussi de bien comprendre cette notion d'équilibre dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est le fil rouge aussi de l'intervention de ce matin. Alors, sur la diapositive suivante, j'ai presque envie de dire que c'est celle qu'il va vous falloir retenir. C'est le continuum de la santé mentale. Vous voyez, il y a une double flèche. Alors, effectivement, c'est un continuum. Donc, il y a une flèche à gauche et il y a une flèche à droite. Pourquoi je vous dis que c'est important de la retenir? Parce que c'est une des bases du rétablissement, qui est la philosophie d'accompagnement qui est aujourd'hui préconisée pour les personnes en situation de handicap psychique. C'est cette notion de continuum et de possibilité, même si à un moment donné, on a souffert de troubles psychiques sévères, d'être en capacité de revenir et d'avoir la possibilité de revenir à un état de bonne santé psychique, à un état de bonne santé mentale. On est dans le vert quand on n'a pas de difficultés psychologiques, quand on se sent bien, quand on se considère en bonne santé mentale. On peut avoir une forme de souffrance psychique, on bascule un petit peu dans le jaune, on a une forme de douleur morale. Vous voyez, il y a plusieurs façons. Volontairement, j'ai remis plusieurs sémantiques pour que vous puissiez aussi comprendre et interpréter finalement les différentes façons d'aborder la notion. On peut aussi arriver à un moment donné ça peut se cristalliser un peu et on peut arriver dans le orange à un trouble psychique transitoire parce que les événements de vie, vous voyez, par rapport à la vidéo, il y a des choses qui peuvent effectivement arriver dans notre parcours de vie à chacun d'ailleurs. On peut être dans le orange, on peut aussi à un moment donné aller dans le rouge en présentant un trouble psychique sévère, mais vous voyez, c'est un continuum, on a cette possibilité-là. Alors bien sûr, dans de bonnes conditions, avec un bon accompagnement, avec une prise de conscience aussi de ces troubles. Enfin, voilà, on ne rentrera pas forcément dans le détail ce matin des conditions parce que ça nécessiterait une intervention à part entière, mais on a la capacité, si à un moment donné, on a été dans le rouge et on a présenté un trouble psychique sévère, de revenir à un état de bonne santé psychique. Du coup, si on fait un essai de définition du handicap psychique, on pourrait dire que ça correspond à toutes les difficultés qui sont rencontrées dans la vie quotidienne par une personne qui souffre de troubles psychiques. Et alors, on verra dans l'intervention que ça peut concerner des activités complexes comme la prise de médicaments, comme les déplacements, les loisirs. Mais globalement, on est bien d'accord, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre non plus, cette notion de difficultés rencontrées dans la vie quotidienne par des personnes qui présentent des troubles psychiques. Alors, vous allez me dire, d'accord, c'est super, mais qu'est-ce que c'est qu'un trouble psychique? Alors, sur la diapositive suivante, je vous ai remis l'ensemble des troubles psychiques au regard du DSM-5, qui est notre manuel diagnostique. Alors, il y en a deux, il y a le DSM-5 et la CIM-10, mais on est parti plutôt sur le DSM-5, qui reprend la liste des troubles qui sont susceptibles de déclencher, de déclencher un handicap psychique. Alors, volontairement, vous voyez, je dis susceptible, parce qu'on va voir après que c'est la notion de situation qui est importante dans ce cadre-là, et qu'on n'est pas en situation de handicap psychique H24. Voilà. Donc, vous avez la liste ici. Je ne vais pas la reprendre dans le détail parce que ça, c'est pareil, ça nécessiterait une intervention à part entière. Mais je pourrais vous demander, si on avait un peu d'interaction, qu'est-ce que vous ne retrouvez pas, en fait, dans ces troubles-là, qu'on confond parfois, effectivement, avec des troubles psychiques. Par exemple, vous n'avez pas dans cette liste-là tout ce qui est lié à la déficience intellectuelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir, mais ça veut simplement dire que le trouble psychique et le handicap psychique, ce n'est pas le handicap mental. Le handicap mental, ça fait suite à une déficience intellectuelle.
Il n'y a pas de déficience intellectuelle dans les troubles psychiques. On verra qu'il y a d'autres types de troubles et de déficits, mais il n'y a pas de déficience intellectuelle. Qu'est-ce qu'on ne retrouve pas non plus dans cette liste-là? On ne retrouve pas tout ce qui est lié à des troubles du spectre autistique. Souvent, on confond également les troubles psychiques avec les troubles du spectre autistique. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir les deux, mais simplement, c'est deux types d'accompagnement spécifiques, deux types de manifestations spécifiques, et on ne retrouve pas dans les troubles psychiques les troubles du spectre autistique. Qu'est-ce que vous ne retrouvez pas non plus? Les troubles 10. Vous savez, vous en avez déjà entendu parler, les 10, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Ça sont des troubles des apprentissages. On ne retrouve pas non plus dans les troubles psychiques, les troubles 10. Donc voilà, vous avez la liste ici des troubles qui sont susceptibles de déclencher un handicap psychique. Alors vous en connaissez plein, hein, bien sûr, mais il y en a d'autres. Voilà, par exemple, les troubles liés à une substance ou les troubles addictifs. Souvent, on pense que c'est la conséquence d'un trouble psy. Non, les troubles addictifs, ça fait partie des troubles psychiques à part entière. Alors, sur la diapositive suivante, c'était important de vous parler des représentations. Pourquoi? Parce que souvent, vous voyez, là, je vous ai présenté les choses à ne pas confondre avec les troubles psychiques. Là, je vous ai mis quelques éléments, quelques pourcentages qui représentent un peu les représentations qu'on a sur le handicap psychique et sur les troubles psychiques de manière générale. Alors, l'image sociale des personnes en situation de handicap psychique, elle est souvent liée à la dangerosité, à la dépendance et aux difficultés de sociabilisation. Mais ce n'est pas systématique. Et vous avez pu voir, du coup, dans la petite vidéo, que chaque situation est particulière et deux personnes qui vont présenter une même pathologie vont réagir de manière complètement différente dans leurs activités de vie quotidienne ou même dans les manifestations de la pathologie. Quand on regarde un petit peu les représentations qu'on a l'habitude de voir dans le handicap psychique, un Français sur 5 est touché chaque année par un trouble psy. Ça veut dire qu'on est combien là? On est combien dans l'intervention de ce matin? 110, je vous laisse faire le calcul. D'accord? Un Français sur 5, c'est énorme. Et il y a 20% de la population qui va être touchée à un moment donné dans sa vie par un trouble psychique. Ce qui justifie aussi à un moment donné de se dire que la santé mentale, ça ne concerne pas que la psychiatrie, ça concerne finalement tout le monde. 64% des Français ont déjà ressenti une souffrance psychique ou un trouble. C'est quand même un pourcentage relativement significatif. 30% des Français ont dans leur entourage une personne concernée par une souffrance psychique. Et 42% des Français pensent que les personnes en situation de handicap psychique ne peuvent pas assumer la responsabilité d'une famille et de travailler. Alors, je suppose que nous, là, aujourd'hui, on n'est pas dans ce mode-là parce que on est déjà dans un processus de relation d'aide, que pour autant, on a déjà rencontré des personnes en situation de handicap psychique et qu'on a peut-être dépassé ces représentations-là. Mais c'est notre rôle aussi à nous, en tant que professionnels, de favoriser la lutte contre la stigmatisation et parfois même de travailler à ce que les personnes elles-mêmes concernées par le handicap psychique ne s'auto-stigmatisent pas. Sur la diapositive suivante, voilà, on a voulu aborder vraiment, on a voulu vraiment faire un focus sur cette notion de situation de handicap psychique. Une personne, elle est en situation de handicap psychique, je vous l'ai dit, c'est un petit rappel, lorsque celle-ci souffre de troubles psy, n'est plus en capacité de faire face à ses obligations d'autonomie pour assurer ses besoins élémentaires dans la vie quotidienne, que ce soit à un niveau social, familial, scolaire ou professionnel. C'est hyper important de garder en tête que les situations sont hétérogènes, c'est-à-dire que le handicap, lui, il résulte de l'interaction entre les conséquences des troubles et l'inadéquation de son environnement. En gros, qu'est-ce qu'on peut garder en tête? C'est le handicap psychique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas seulement la conséquence d'un trouble psychique, mais c'est la rencontre entre un trouble psychique et une situation que la personne, elle va avoir à vivre. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus parlant pour vous. Imaginons que je sois infirmière. Alors, c'est un peu caricatural comme exemple, mais c'est pour que vous compreniez bien. Imaginons que je sois infirmière de bloc. D'accord? Je suis infirmière de bloc, donc je dois porter, hors Covid, je dois apporter une attention particulière à l'hygiène de mes mains. Et puis, j'ai un trouble obsessionnel compulsif, je pense que ça parlera probablement à une grande majorité d'entre vous, un trouble obsessionnel compulsif avec un rituel de lavage des mains. Alors, ne me changez pas mon histoire, vous allez me dire oui, mais bon, du coup, sur son lieu professionnel, etc. C'est caricatural, je vous le dis, mais c'est pour que vous compreniez bien. Dans mon exercice professionnel, j'ai la possibilité de procéder à mon rituel de lavage des mains autant de fois dans la journée que je le souhaite, autant de fois sur mon exercice que je le souhaite, et au mieux ou au pire, on dira que je fais un peu de zèle,
ou que, voilà, et avec un peu de chance, je serais peut-être promue infirmière hygiéniste à la fin de l'année. Mais sur mon lieu de travail, puisque je peux procéder à mon rituel de lavage des mains, on va dire que même si mon trouble est là et les manifestations de mon trouble mon trouble se manifeste, pardon, sur mon lieu de travail, on pourrait imaginer effectivement que ça ne soit pas si envahissant que ça. Sauf que mon trouble, il ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital ou de mon lieu d'exercice et que je dois aller chercher mes enfants, je dois aller vivre ma vie, aller faire les courses, etc. Là, par contre, je peux moins facilement procéder à mon rituel de lavage des mains. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Possiblement, je vais d'abord rentrer chez moi pour procéder à mon rituel qui va me prendre un petit peu de temps. Et puis après, je vais faire mes activités de vie quotidienne. Et puis, je vais me rendre compte que finalement, ça ne va pas, mon rituel, je ne l'ai pas fait suffisamment correctement, j'y revenir. Et ça va avoir une répercussion sur ma vie hors travail plus impactante. En gros, ce qu'on se dit, c'est que sur mon lieu de travail, potentiellement, mon handicap, je ne suis pas en situation de handicap psychique puisque ça ne se voit probablement pas, ça n'a pas d'impact majeur sur mon activité. Mais par contre, je peux être en situation de handicap psychique à l'extérieur de mon exercice, en dehors de mon exercice professionnel, parce que je ne peux pas procéder à mes rituels de lavage, par exemple, et que du coup, ça a un impact beaucoup plus fort. C'est un exemple que je voulais vous prendre avec vous parce qu'il montre bien cette notion de situation de handicap. Et c'est hyper important de garder ça en tête parce que non, une personne qui a des troubles psy n'est pas en situation de handicap psychique H24. Ça veut dire que pour vous, en tant qu'accompagnant, en tant que professionnel, vous allez devoir aller chercher pour être des meilleurs accompagnants et pour être dans une bonne philosophie d'accompagnement de ces personnes, les situations finalement qui la mettent en difficulté. Et on va plutôt partir aujourd'hui dans le cadre du rétablissement sur ce que la personne elle est encore en capacité de faire, plutôt que sur ce sur quoi excusez-moi, je ne suis pas claire. On va plutôt partir du principe qu'on va réussir à développer ce qu'elle est encore capable de faire, plutôt que de faire un focus sur ce qu'elle ne sait plus faire. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais quand on voit l'un, on va forcément avoir accès à l'autre. Oui, en effet, mais dans l'alliance relationnelle, dans l'alliance thérapeutique, potentiellement pour certains d'entre vous, ça n'a pas le même impact. De commencer par essayer d'évaluer ce que la personne elle peut encore faire, plutôt que de commencer par évaluer ce qu'elle ne sait plus faire. Donc voilà un premier levier, en tout cas aujourd'hui, qu'on aborde dans le cadre de l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique et qui est un facteur de rétablissement et un principe dans le rétablissement, c'est de parler de cette notion de handicap psychique et de partir du principe que la personne, elle n'est pas en situation de handicap psychique H24. Ça, c'est hyper important parce que à partir du moment où ça, on l'intègre dans notre accompagnement, forcément, notre process aussi d'accompagnement, notre mode de faire peut bouger, peut changer. Diapo suivante. Alors, vous allez me dire, alors très bien, on part du principe qu'effectivement, la personne, elle n'est pas en situation de handicap psychique H24. Ça veut dire qu'il y a des moments où ça va bien et ça veut dire aussi qu'il y a des moments où elle a cette forme d'équilibre et puis d'autres moments où elle a beaucoup moins cette forme d'équilibre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un trouble psy apparaît et donc, du coup, potentiellement, un handicap psychique? Alors, cette petite diapo, en fait, elle reprend, mais je vais peut-être la détailler un petit peu plus, certains éléments qui ont été dits dans la vidéo du Cosmos Mental. Puisque là, aujourd'hui, on est sur le modèle biopsychosocial qui peut expliquer le handicap psychique. Biopsychosocial parce que, vous voyez, il y a trois grandes sphères, trois grandes origines, trois grands types d'origines qui peuvent expliquer l'apparition des troubles psychiques, qui, je vous rappelle certainement pour vous qui le savez déjà, se développent majoritairement entre 15 et 25 ans. La grande majorité des troubles psychiques apparaissent entre 15 et 25 ans. Alors, ça ne veut pas dire que quand on en a 40, on ne peut pas forcément être touché. Hein. Ça veut simplement dire qu'une grande majorité des troubles apparaît à ce moment-là et que si diagnostic il y a plus tard, ce qui est possible, ça veut dire aussi qu'il y a eu des signes avant-coureurs avant l'âge potentiel de diagnostic et majoritairement, ça s'est apparu entre 15 et 25 ans. Alors, le modèle biopsychosocial, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors grâce à Covid, si on ne maîtrisait pas la notion, je pense qu'on la maîtrise super bien maintenant, la notion de porteur sain. C'est-à-dire qu'on a tous des prédispositions
Alors, on va dire génétique. Moi, j'aime moins parler de cette notion-là parce que la notion de génétique, elle apporte parfois au niveau sémantique une question de… Enfin, elle est souvent associée à une question de culpabilité. Donc, je préfère parler de composantes biologiques, même si on est d'accord, ça veut dire on parle de la même chose. Hein. Mais en parlant de biologie et moins de génétique, parfois dans la transmission de certains… Enfin, quand on parle à des familles, par exemple, il y a un petit peu moins de culpabilité chez les parents quand on parle de biologie que de génétique. Ils se disent peut-être un peu moins de prime abord que ils ont transmis un patrimoine génétique pas forcément super sympa à leurs enfants. On est tous donc porteurs de pathologies, enfin de gènes qui sont susceptibles de se déclencher ou pas, de s'exprimer ou pas. On a tous un patrimoine génétique particulier et on peut être porteur de gènes qui peuvent déclencher un trouble psychique. Et c'est cette notion de biologie. Certains d'entre nous vont le développer, d'autres ne le développeront pas. Ça, c'est la première sphère. La deuxième origine, et on l'oublie d'ailleurs un peu trop souvent celle-ci, c'est l'origine psychologique. C'est-à-dire que non seulement on peut être porteur de gènes qui sont susceptibles de s'exprimer au niveau des troubles psy, mais ce qui vient se rajouter, c'est la structure de personnalité. On a une structure, un squelette de personnalité, je vous fais court, hein, qui fait plus ou moins stable, voilà, en fonction de ce qu'on est, en fonction de l'inné, en fonction de la façon dont on évolue, la façon dont on se construit, la façon dont on grandit, la façon dont on vieillit. Voilà, on a une structure de personnalité qui est plus ou moins stable. Et en fonction de cette structure de personnalité et de notre mode d'être au monde, on va avoir plus de risques ou moins de développer un trouble psychique. Et puis la troisième sphère, c'est une sphère que vous connaissez bien, qui est la sphère de l'environnement, socioculturel, l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une prédisposition à développer des troubles psy au niveau biologique, avoir une structure de personnalité particulière, mais si on évolue dans un environnement sécure, par exemple, on a moins de risques de développer un trouble psychique. Si on évolue dans un environnement qui est moins sécure, on aura plus de risques. C'est l'intrication de ces trois origines, en fait, qui explique aujourd'hui l'apparition des troubles psychiques. Donc, vous voyez à quel point c'est pluriel, à quel point c'est spécifique et à quel point on ne va pas pouvoir coller un mode de faire d'une personne à une autre. Parce qu'il y a ces trois sphères qui rentrent en ligne de compte. Et bien sûr, même si on ne fait pas à chacun un bilan génétique, dans la structure de personnalité et dans la recherche de tout ce qui est lié à l'environnement, on va pouvoir avoir des indications qui vont nous permettre de déceler s'il y a des risques plus ou moins grands de développer des troubles psychiques. Voilà, j'espère que je suis claire. Ce n'est pas forcément facile de ne pas avoir de feedback, mais allez, affirmation de soi, on va dire que c'est assez clair pour vous. Dans tous les cas, je vous rappelle que si à un moment donné, vous avez besoin de précision sur tout ce qu'on se dit là, enfin tout ce que je vous dis là, n'hésitez pas à revenir vers moi, vers nous, pour qu'on puisse vous apporter un éclairage. Je regarde le temps, on a encore un peu de temps. Alors, c'est parfait. Et moi, je rappelle juste qu'il y a toujours la possibilité de poser des questions dans le chat auxquelles on répondra dans un deuxième temps. Aussi, voilà. Alors, ça me permet aussi de compléter l'intervention de la remarque de Karine. Dans la foire aux questions, si à un moment donné, il y a des questions qui sont un petit peu trop précises et qui nécessitent vraiment de se poser sur une situation particulière, voilà, on reviendra aussi vers vous pour y répondre autant que possible, quoi. Voilà. Alors, vous allez me dire, bon, c'est super, très bien, on a vu un peu ce que c'est que le handicap psychique, ok, c'est peut-être plus clair pour vous maintenant. On a vu ce que c'était que les troubles, enfin, quel type de trouble était susceptible de déclencher un handicap psychique, d'accord, super. On a vu d'où ça venait, d'accord, ok, ça vous aide pas parce que, voilà, vous avez compris que du coup, c'est chronophage, sont des personnes, du coup, pour lesquelles vous allez devoir effectivement passer du temps. Et puis, je ne vais pas vous aider là non plus parce que vous allez voir sur les répercussions du handicap psychique, ça va venir confirmer ce que je viens de vous dire avec des notions qui sont en lien avec, voilà, c'est bien, on a vu maintenant ce que ça peut être le handicap psychique, mais finalement, sur le quotidien, quelles sont les répercussions? Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? Qu'est-ce qui est difficile pour ces personnes-là? Et du coup, comment vous, en tant que professionnel, vous allez pouvoir les accompagner? Alors, il y a une première diapo, effectivement, sur les répercussions du handicap psychique. C'est court. Vous imaginez bien qu'en soi, ça aurait pu faire l'heure entière, les répercussions sur le handicap psychique. Mais ça vous donne des indications sur quelles sont les difficultés de ces personnes-là et comment ça se manifeste au quotidien.
Alors, un des premiers grands types de troubles, et je l'ai mis vraiment en premier parce que c'est quelque chose qui m'est souvent renvoyé par les partenaires. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Alors, on a un premier grand type de trouble, c'est les troubles de la volition. Alors, c'est un gros mot, hein, mais voilà, je vous donne des indications par rapport à ça derrière. Il y a quelque chose qu'on retrouve, un symptôme qu'on retrouve assez fréquemment dans le handicap psychique, c'est l'apragmatisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apragmatisme? L'apragmatisme, c'est l'incapacité à entreprendre des actions. Et alors, j'insiste sur la notion d'incapacité. Vous voyez, c'est une incapacité. Ce n'est pas une non-volonté, ce n'est pas un refus. C'est vraiment une incapacité. Et il y a beaucoup de partenaires qui me disent « Ah, il ne veut pas, je lui ai proposé ça, mais ça ne fonctionne pas. » Alors, majoritairement, ce n'est pas que ça fonctionne. Alors, ça peut ne pas fonctionner, mais ce n'est pas parce que la personne, elle ne veut pas. Ça peut arriver, mais il y a quand même on retrouve beaucoup de situations dans lesquelles la personne, elle comprend très clairement ce que vous lui demandez. Elle comprend très clairement, puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle dans le handicap psychique. Donc, elle a les capacités intellectuelles sans difficulté pour comprendre ce que vous lui proposez, les orientations que vous pouvez faire, les préconisations que vous pouvez faire, mais elle est dans l'incapacité d'entreprendre l'action. C'est-à-dire que c'est comme si elle voulait bien le faire, elle voulait le faire, elle le comprenait, mais qu'il y avait un mur. Elle ne peut pas aller au-delà. Et donc, vous, qu'est-ce que vous allez vous dire en premier? Et je vous rassure, moi, je me le suis dit aussi quand j'ai commencé en psychiatrie, c'est, en fait, il ne veut pas. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il ne veut pas. Quand je dis il, elle, hein, le patient, le bénéficiaire, l'usager, le résident, enfin voilà, il ne veut pas. Ça fait X fois que je lui propose et ça fait X fois qu'il revient en rendez-vous, par exemple, et qu'il n'a pas fait la démarche. Oui, mais moi, je suis coincée parce que je ne peux pas aller au-delà. Moi, dans mon accompagnement, moi, dans ma mission, si je n'ai pas, par exemple, cette info-là, ou si je n'ai pas ce document-là, ou si je n'ai pas ce certificat-là, moi, je ne peux pas avancer. Mais du coup, je ne l'ai pas. Il veut. Enfin, voilà. C'est cette incapacité-là à entreprendre l'action qui est un des symptômes assez fréquents, pas les plus fréquents, mais qui est assez fréquent. Et c'est important pour moi de vous parler de ça parce que ça empêche parfois l'alliance relationnelle parce qu'on se dit, il ne veut pas. Non, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et donc, voyez, vous, dans votre accompagnement, ce n'est pas la même chose. On n'accompagne pas les mêmes personnes de la même manière à partir du moment où on comprend vite qu'ils peuvent pas et que c'est ce côté-là à entreprendre qui est compliqué. Alors, l'ambivalence, vous la retrouvez aussi chez des personnes qui vous disent qu'elles veulent bien, mais alors, vous voyez, ça pourrait être confondu avec l'apragmatisme, qui veulent bien, mais qui ne font pas. Oui, je veux bien être aidée, mais je fais rien pour, entre guillemets. Voilà. Alors, gardons en tête aussi que parfois, il y a des bénéfices secondaires à ne pas vouloir être aidé. Les bénéfices secondaires, ils sont ils sont dus à plein de choses. La personne, elle peut très bien avoir déjà dans un premier temps confié ses difficultés et puis soit il n'y a pas eu d'effet, soit il y a eu des effets délétères pour elle et donc du coup à un moment donné, elle a du mal aussi à se confier à nouveau. Donc il peut y avoir ça dans l'ambivalence. C'est pas forcément volontairement de la personne qui vous met à distance par rapport à l'ambivalence. Elle peut aussi à un moment donné, vous savez que vous êtes bienveillant vis-à-vis d'elle, mais elle, si elle ne vous connaît pas, il va y avoir une forme de méfiance et on retrouve beaucoup ça dans le handicap psychique. Il y a aussi une forme d'inhibition. Alors cette inhibition, je vous alerte, elle est aussi parfois liée au traitement. Un traitement qui n'est pas adapté ou même un traitement qui est relativement adapté aux manifestations du trouble peut inhiber complètement la personne et à un moment donné, dans ce qui lui est demandé, c'est un effet un peu pervers, vous voyez, elle a un traitement pour lutter contre les manifestations de son trouble, mais en même temps, c'est ce traitement qui l'empêche d'avancer dans son rétablissement. Donc, vous voyez à quel point, des fois, ça peut être un peu compliqué aussi de faire la part des choses par rapport à la situation de la personne. Et puis après, il y a un sentiment de perte de confiance en soi. Alors, on le retrouve dans plein de pathologies différentes, a fortiori dans la dépression, mais on retrouve vraiment cette perte de confiance parce que la personne, dans son parcours, elle a subi quand même un certain nombre d'échecs, elle a vécu un certain nombre d'échecs, et du coup, forcément, c'est la confiance et l'estime de soi qui lui en prend un coup. Vous avez aussi des troubles de la perception avec des illusions, des hallucinations et des mauvaises interprétations. Volontairement, alors j'ai mis des majuscules, je ne sais pas pourquoi, hallucination. C'est pas la même chose des mauvaises interprétations et des hallucinations. L'hallucination, c'est une construction psychique. Mauvaise interprétation, ça peut être aussi parfois, comme tout un chacun, mauvaise compréhension de ce que vous dites. Donc attention aussi à pas forcément tout psychiatriser. Il peut y avoir des troubles de la perception, mais c'est pas forcément
faut pas forcément sortir l'usine à gaz pour les gérer, quoi, hein. Il y a bien sûr des troubles de... Enfin, bien sûr, non, pas bien sûr. Il y a également des troubles de la communication. Il peut y avoir des troubles de la communication avec une fuite des idées. Je pense notamment aux personnes qui ont des troubles bipolaires en phase maniaque. Donc, vous savez, les troubles bipolaires, c'est une alternance de phase maniaque et de phase dépressive, voilà, avec beaucoup d'amplitude, voilà, dans les manifestations. Et il peut y avoir une fuite des idées. Une personne, elle vous dit quelque chose et puis ça part comme ça parce que elle n'arrive pas à structurer ses idées. Là, ça peut être compliqué aussi dans la relation d'aide. Il peut y avoir aussi une forme d'inertie, alors qui peut aller aussi avec l'inhibition dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais là, on est plus dans la communication. Donc, vous voyez, vous lancez quelque chose et puis, paf, ça atterrit comme ça. Il y a pas, la personne, elle ne reprend pas, elle rebondit pas. Il peut y avoir aussi de l'incohérence dans le discours. Et alors, attention, incohérence dans le discours, ça ne veut pas forcément dire idée délirante, hein, non plus. Et il peut y avoir des idées fixes. Vous savez, c'est les personnes, c'est une idée et elles n'en démordent pas. Et puis, c'est ça. Et puis, elles ne vont pas pouvoir aller voir ce qui se passe à côté parce qu'elles ont cette idée-là. Voilà. Donc, des troubles de la volition, des troubles de la perception, des troubles de la communication, des troubles cognitifs. Et là, j'insiste sur la différence avec la déficience intellectuelle. Les troubles cognitifs, ce n'est pas de la déficience intellectuelle. Les troubles cognitifs, c'est ce qu'on retrouve dans tout ce qui est... En fait, dans le handicap psychique, il y a un maintien des capacités intellectuelles. C'est l'utilisation de cette intelligence qui est altérée. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des troubles de mémoire, on peut retrouver des troubles au niveau de l'attention, et on peut retrouver aussi des troubles au niveau de la planification de l'action. Donc, les troubles de mémoire, je pense que ça vous parle. Des troubles de l'attention, ça vous parle. Les troubles de la planification de l'action, vous imaginez une personne en situation de handicap psychique qui souffre d'apragmatisme, donc d'incapacité à entreprendre les actions, et de troubles de la planification de l'action. Exemple, et ça va vous faire sourire, je pense. Imaginons que pour un dossier spécifique administratif, par exemple, de droit, d'accès au droit, il faut 3 feuillets. Un feuillet A, un feuillet B, un feuillet C. Sauf que pour avoir le feuillet C, il faut d'abord avoir été voir l'institution qui délivre le feuillet B, qui, pour être complété, doit également bénéficier des informations qu'il y aura sur le feuillet A, qui est dans une autre institution. Département, CAF, enfin voilà, vous imaginez bien, vous avez bien l'habitude de ça, encore mieux que moi, je pense. Vous dites à la personne, pour faire le dossier, il me faut mes 3 feuillets. Elle va tout comprendre. C'est pas un problème. Elle va saisir la nuance, elle va très bien comprendre qu'il faut aller chercher ce feuillet-là à cet endroit, le feuillet B à cet endroit, etc. Sauf que quand on sait qu'il y a un peu d'apragmatisme, c'est-à-dire on n'a pas la capacité d'aller entreprendre l'action, et puis quand on a entrepris l'action, la planification de l'action, elle est compliquée, c'est-à-dire qu'il faut planifier d'aller chercher le feuillet C avant le A. Vous avez compris la difficulté que peuvent ressentir ces personnes dans des activités de vie quotidienne. Et ça, quand on ne le sait pas, on va aller leur demander des choses qu'ils ne sont pas en capacité de faire. Et on va donc du coup majorer la perte de confiance, on va majorer les difficultés, d'où l'importance pour moi de vous donner ces indications-là, parce que c'est savoir comment fonctionne le handicap psychique, c'est forcément ajuster aussi son accompagnement et ajuster ce qu'on est en capacité de leur demander à un instant T. Alors, il y a d'autres répercussions, bien sûr. Il y a des répercussions sur l'hygiène de vie, apparence négligée, conduite alimentaire désorganisée, troubles du sommeil, consommation de substances. Et ça doit être aussi des choses qui doivent vous alerter, les problématiques en lien avec l'hygiène de vie. Voilà. Tout comme d'ailleurs, vous avez l'habitude d'être alerté, je pense, pour les seniors. Quand il y a des problématiques avec l'hygiène de vie, on va commencer à se poser des questions sur l'autonomie, etc. Là, c'est un peu pareil. Quand vous voyez la personne qui a une façon d'être qui soit est en décalage total avec ce que vous avez connu d'elle avant, ou est en décalage avec ce qu'on peut attendre à un moment donné, sans parler de normes aucune, puisque là, vous savez très bien que la norme, c'est tout à fait subjectif également, ça doit vous mettre en alerte. Et puis des problématiques en lien avec l'environnement, isolement, conflit avec les proches. Alors, avec environnement et hygiène de vie, vous avez pensé à Diogène, je suppose, mais le syndrome de Diogène, c'est un ensemble de symptômes qui fait qu'à un moment donné, il y a des problématiques en lien avec le logement
Bon, il y a une formation spécifique au CREPSI pour ça qui dure, je ne sais plus combien plusieurs jours. Donc, à un moment donné, je réduis, mais voilà, ça peut aussi avoir une répercussion à ce niveau-là. Et puis, des problématiques en lien avec l'environnement professionnel. Je ne détaille pas non plus parce que ça nécessiterait aussi une intervention à part entière. Mais vous vous doutez bien qu'avec tout ce que je viens de vous dire là déjà, à partir du moment où la personne elle est en activité professionnelle et qu'elle présente ses difficultés, il peut y avoir des répercussions. Il peut y avoir, vous voyez, comme quoi je fais la nuance toujours. Hein. Ce n'est pas systématique. Il peut y avoir des difficultés dans l'activité professionnelle, au niveau de l'activité professionnelle. Alors, je regarde l'horaire, on n'est pas trop mauvais. Alors, la dernière diapo, c'est une diapo qui reprend un petit peu les spécificités du handicap psychique. Quelque part, cette diapo, je vous propose de la relire régulièrement parce que c'est ça qui va vous donner aussi des indications qui va vous faire une piqûre de rappel. Les spécificités du handicap psychique, ça pourrait faire 15 diapos, mais là, quelques éléments. Le handicap psychique, ça représente quoi? Ça représente des troubles variables d'une personne à une autre, variables chez une même personne à un moment de son parcours ou à un autre. Vous avez compris, hein, avec ce que je vous ai dit déjà, qu'en fonction du parcours de vie, en fonction de l'équilibre, en fonction de l'environnement dans lequel la personne évolue, en fonction de ce à quoi elle a accès. Il y a des personnes qui ont l'habitude d'échanger assez facilement sur leurs difficultés et d'autres qui n'ont pas cette habitude-là. Il y a des personnes qui vont avoir du rebond et une forme de résilience et qui, dès les premiers instants, vont être en capacité de mobiliser des professionnels autour d'elles pour être accompagnées. Et il y en a d'autres qui vont avoir une forme d'apragmatisme tellement importante qu'elles vont elles-mêmes rester dans cette forme-là d'attente et de non-demande. Donc, vous voyez à quel point les troubles peuvent être variables. Les troubles, ils sont intermittents et ils sont évolutifs, avec une incidence momentanée sur les capacités. Encore une fois, je vous le redis, c'est la notion de situation de handicap, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle peut tout à fait être en capacité d'assurer la totalité de ses missions, par exemple au niveau professionnel. Et puis, à un autre moment donné de son parcours, s'il y a une décompensation psychique, elle ne va plus du tout être en capacité d'assurer la totalité de ses missions. Peut-être certaines, peut-être plus du tout. Donc, c'est important de garder en tête ce côté vraiment variable, intermittent et évolutif. Je rappelle, parce que ça c'est hyper important, que le potentiel intellectuel, il reste intact dans le handicap psychique, mais on peut retrouver des troubles cognitifs. Je vous rappelle aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut avoir des troubles du spectre autistique et un trouble psychique, on peut être déficient intellectuel et avoir un trouble psychique, on peut avoir un trouble 10 et avoir un trouble des apprentissages et avoir un trouble psychique, mais dans le handicap psychique pur, j'ai envie de dire, les capacités intellectuelles sont préservées. On retrouve par contre des troubles cognitifs, je vous en ai parlé sur les diapositives précédentes, mémoire, attention, planification de l'action, voilà. Ça, c'est l'utilisation, entre guillemets, de l'intelligence qui est altérée, mais l'intelligence en elle-même est préservée. Spécificité aussi du handicap psychique, l'incapacité potentielle de demander de l'aide. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. La personne, elle peut, pour plein de raisons différentes, ne pas être en capacité de demander de l'aide. D'accord ? Donc, ça veut dire aussi, quelquefois, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que j'essaie d'être le plus pratico-pratique. Ça veut dire qu'il va falloir aller au-delà du déclaratif. Une personne qui vous dit « oui, bah, ça va, oui, bon, voilà », elle vous donne des éléments. Plus vous allez aller chercher, et vous en avez la capacité, hein, moi je dis souvent, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5 en psychologie pour aller chercher des choses qui sont au-delà du déclaratif. Hein. Chacun son job, ok, mais à un moment donné, vous, dans vos activités du quotidien et dans votre mission, vous pouvez aller chercher un peu plus loin et ça ne va pas forcément faire décompenser la personne au niveau psychique. Vous n'allez pas forcément ouvrir non plus une boîte de Pandore de manière systématique en lui demandant d'aller un peu plus loin et de vous donner des éléments complémentaires sur ce qu'elle vous dit. Plus vous allez aller lui demander ça, et plus vous allez aussi lui montrer que vous êtes en capacité d'entendre des difficultés qu'elle pourrait avoir et que de fait, vous pourriez être aussi une aide pour elle. Donc, vous voyez, vous participez en allant au-delà du déclaratif. Et moi, je vous invite à le faire régulièrement parce que sinon, ça va être un peu superficiel et vous risquez de passer à côté de certaines choses.
Les personnes en situation de handicap psychique, elles peuvent aussi être victimes de stigmatisation et de rejet. On en a parlé un peu avant sur tout ce qui était représentation en lien avec les troubles psychiques. L'acceptation des troubles est souvent difficile. Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas forcément dit là, mais c'est que c'est souvent un handicap qui est invisible, on est d'accord? Je suis sûre que ce matin, en venant travailler ou dans les jours qui ont précédé, vous avez rencontré des personnes, vous avez croisé des personnes qui étaient en situation de handicap psychique sans que vous le sachiez. C'est un trouble qui est invisible. Donc, l'acceptation de ces troubles, il est souvent difficile pour la personne concernée, pour ses proches également, pour son environnement souvent. Et puis, ce sont des personnes qui ont besoin d'un suivi régulier, parfois au long cours, voire même à vie pour certaines situations, pour certaines pathologies, et un besoin de suivi, enfin également un besoin de suivi médical. Il y a des personnes qui, certes, vont être obligées de prendre un traitement pharmacologique à vie pour ajuster, minimiser les manifestations de leurs troubles. À partir du moment où le traitement il est donné à bon escient, bien toléré et qu'il y a une bonne observance, les personnes, elles peuvent avoir la vie la plus normale possible pour elles et elles peuvent vivre, elles peuvent participer à toutes les activités qu'elles le souhaitent, mais parfois, effectivement, pour elles, il n'y a pas le choix. Elles vont devoir prendre un traitement pharmacologique à vie qui, parfois, lui, ce traitement pharmacologique entraîne aussi d'autres types de handicaps. Donc voilà pour les spécificités du handicap psychique. Ça reprend un peu, c'est une petite conclusion quelque part, ça reprend un peu ce que je vous ai dit là pendant 1 heure. Et c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête parce que ça fait une petite piqûre de rappel sur « Ah oui, c'est vrai ». Dans le cadre du handicap psychique et pour les personnes en situation de handicap psychique, il faut que je sois vigilant à ça. Et du coup, dans mes préconisations et mon accompagnement, ben, je vais peut-être fonctionner différemment parce que je sais que ça se manifeste de cette manière. Voilà, je crois que c'était la dernière diapo. Il est Oui, 59. absolument. Ben, écoute, Audrey, défi relevé. Oui. Alors, défi horaire relevé, défi de compréhension, par contre, on va voir ça dans la foire aux questions. Alors oui, écoute, en tout cas, moi, un grand merci vraiment pour cette présentation que moi j'ai trouvée pour ma part très, très éclairante sur la santé mentale et puis sur le handicap psychique. C'est vrai que expliquer tout ça en 1 heure, c'est un vrai défi, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses de dites et beaucoup de choses, moi, que j'ai trouvées très intéressantes. Je retiendrai notamment que la santé mentale, ben, c'est la recherche permanente d'un équilibre, j'ai lu, entre les dimensions de notre vie et donc concrètement, elle nous concerne tous, sachant qu'un Français sur 5 est touché chaque année par un trouble psychique. Écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas, alors du coup, comme j'étais dans la présentation, j'ai pas vu s'il y avait beaucoup de questions, mais vraiment, on passera, en tout cas, on passera du temps à y répondre. N'hésitez pas. Alors là, bon, il est midi, donc vous dire que le prochain 1 heure pour l'autonomie aura lieu le 28 juin à 11 h sur la déficience visuelle. Donc là, sur ses conséquences, les professionnels, accompagnements qui peuvent être proposés et puis aussi quelques conseils pour accueillir, accompagner une personne présentant une déficience visuelle, hein. Ce sera une présentation qui sera assurée par le service Remora. N'hésitez pas à informer vos collègues sur ces temps d'information, à les inciter à s'inscrire, ils sont bien évidemment les bienvenus. N'hésitez pas également, et ça c'est important, de nous faire part des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans ces temps d'information. Vraiment, je remercie encore beaucoup Audrey Alves-Lesage pour sa présentation. Je vais vous souhaiter, parce qu'il est 12h01, je vais vous souhaiter, puis j'associe bien évidemment Émile Descarpentries qui prépare avec moi ces temps d'information. On vous souhaite un bon appétit, on vous souhaite un bel après-midi, et puis on vous retrouve donc au 28 juin. Merci à vous, et merci encore à Audrey Alves-Lesage qui reste à votre disposition aussi. Vous avez toutes ces coordonnées. Le support, vous l'aurez comme à l'habitude d'ici 1 semaine ou 2 avec la foire aux questions s'il y en a une. Et puis les liens pour accéder à toutes les capsules depuis le début de l'année. Merci à vous et puis à très bientôt. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.